Bonjour, voici une petite vidéo qui se propose de vous expliquer le phénomène d'hémoconcentration et de hémodilution, deux choses qui peuvent survenir au décours d'une pathologie ou quelquefois dans le cadre d'une déshydratation toute simple ou d'une hyperhydratation due à un épisode plus ou moins volontaire. Ça nous permettra de comprendre les variations du bilan sanguin. Je vous propose de visiter le site monifcienligne.fr où pour les étudiants infirmiers, vous trouverez de nombreux exercices d'application, monifcienligne.fr, des exercices d'application concernant l'UE 22S1 pour ce qui est de la note phi. Et puis en deuxième année, vous trouverez des tests sur l'UE 28, processus obstructif, sur l'UE 27, processus dégénératif, et pour la troisième année, de nombreux exercices concernant l'UE 29S5, processus tumoraux. À bientôt sur le site monifcienligne.fr. Aujourd'hui, l'essentiel est de se concentrer sur l'hémoconcentration et l'hémodilution. Hémoconcentration, ça signifie concentration du sang, hémodilution, dilution du sang. Donc commençons déjà par le commencement avec un prélèvement sanguin. Et ce prélèvement sanguin, on va le laisser sédimenter, on va laisser les globules rouges tomber au fond, et on aboutit à cela, que peut-être vous avez déjà vu dans les tubes que vous avez prélevés vous-même à l'hôpital, avec une fraction qui est sombre en bas, c'est les globules rouges qui ont sédimenté, et une partie liquide plus claire au-dessus, le plasma. Si vous voulez accélérer ce phénomène, on peut utiliser une centrifugeuse, on pose le tube dans la centrifugeuse, ici. Mieux vaut en mettre un de chaque côté, même si l'autre en face est vide, afin d'équilibrer la machine. On fait tourner et on a très rapidement les globules rouges qui tombent au fond. Ça, c'est une centrifugeuse. Donc ça, c'est ce qu'on obtient après avoir centrifugé le sang. On obtient au fond du tube des globules rouges et au-dessus du plasma. À noter que cette prise de sang, c'est un échantillon du sang qui est prélevé chez le patient. Et donc, quand on a du sang dans un tube à essai et qu'on l'apporte au laboratoire, le laboratoire va être capable de dire, dans ce tube de 5 ml que vous nous avez apporté, je suis capable de dire combien il y a de globules rouges, combien il y a de globules blancs, combien il y a de plaquettes, etc. etc. Donc le laboratoire est capable de dire ce qu'il y a dans le tube, et par extrapolation, par une règle de 3, si vous voulez, il va être capable de dire, par litre de sang, cela représenterait tant d'hémoglobine, tant de globules rouges. Mais le laboratoire est bien incapable de savoir combien le patient a de litres de sang. Ce qu'il est capable de dire, c'est, dans l'échantillon qui m'a été apporté, j'ai tant de globules rouges pour tant de millilitres. Et donc j'en déduis, avec une règle de 3, le nombre par litre. Cette petite précision sera importante par la suite. Au-dessus des globules rouges, une petite lamelle, à peine visible à l'œil nu. Cette petite lamelle concentre à elle toute seule les globules blancs et les plaquettes. Et vous voyez très nettement qu'au niveau du volume, la quantité de globules rouges est bien supérieure à la quantité des globules blancs et des plaquettes. Donc ici, le volume de plasma, c'est ce qui est au-dessus. Le volume de globules rouges, c'est ce qui est en dessous. Rappelons que l'essentiel du plasma est constitué d'eau. 90% du plasma, c'est de l'eau. Et à eux tout seuls, les globules rouges représentent l'essentiel de ce qu'on appelle les éléments figurés du sang, c'est-à-dire les cellules. Ici, j'ai un tube A. Ici, j'ai un tube B. Donc là, pour l'instant, on va seulement s'amuser à comparer les tubes. On voit très nettement qu'il y a une différence de hauteur entre le tube A et le tube B concernant les globules rouges. Il y a plus de globules rouges dans le tube B qu'il y en a dans le tube A. Ces volumes se mesurent et en laboratoire, ça porte un nom. Peut-être le connaissez-vous déjà, il s'agit de l'hématocrite. L'hématocrite, c'est le volume des globules rouges. Donc ici, la partie basse, c'est le volume des globules rouges par rapport au volume total. Ça, c'est l'hématocrite. Soit dit en passant, l'hématocrite, c'est quelque chose qu'on aurait déjà pu faire au Moyen-Âge. Il aurait suffi d'y penser et de savoir ce que ça voulait dire, et de
de deviner que derrière cette petite portion de rouge qui coagulait, c'était des globules rouges et donc c'était le transport de l'oxygène. Ça, on en était incapable. Mais l'examen en lui-même, qui consiste tout simplement à laisser sédimenter les globules rouges et à voir le volume des rouges par rapport au volume total, voilà quelque chose de très très simple que chacun peut faire à la maison avec un simple tube à essai pour peu qu'il puisse prélever du sang proprement. Donc l'hématocrite, ça représente un rapport de volume. Il est exprimé en pourcentage. Ça n'est pas une quantité absolue. C'est le volume des rouges par rapport au volume total. Si on reprend mes deux tubes, mon tube A à gauche et mon tube B à droite, on peut dire qu'il y a un peu moins de la moitié du volume pour le A qui est constitué des globules rouges, on va dire 45%, donc ça va nous faire un hématocrite à 45%, alors que dans le tube B, le volume relatif des rouges par rapport au total est un petit peu au-dessus de la moyenne, donc j'ai mis un petit peu comme ça 55%. Faisons maintenant une petite expérience de pensée. Oublions nos tubes à essai et réfléchissons avec de l'eau, un flacon d'eau et du sel. Donc je prends un récipient, j'ajoute 1 litre d'eau précisément, et dans ce litre d'eau, je mets 100 g de sel. Bien sûr, ce sel va se dissoudre, et on ne le verra plus. Donc ce sel qui est dissous dans l'eau, si vous goûtez l'eau, vous allez la trouver salée. L'expérience, c'est de vous transformer, vous, en imaginant les choses, comme étant quelqu'un qui va être capable de goûter l'eau et de dire si une eau qu'on vous fait goûter est plus ou moins salée que l'autre. Et en comparaison, mettons, prenons le tube de départ, celui qui avait 100 grammes pour 1 litre, qui servira de référence. Et donc, vous serez capable de dire si ce qu'on vous présente, c'est plus ou moins salé que le tube de départ. Donc, vous avez régulièrement des gouttes à tester et vous êtes capable de dire si c'est plus ou moins salé. Maintenant, commençons l'expérience. On va se mettre en situation d'expérience, c'est-à-dire que vous ne verrez pas ce qui va se produire dans le flacon d'eau salée et au début de l'expérience, on vous fait goûter la norme, c'est-à-dire 100 grammes dans 1 litre. Et vous mémorisez le goût salé que ça a. Et on place le récipient avec l'eau et le sel à l'extérieur. Semaine numéro 1, on va soumettre le tube, le récipient, à un fort soleil. Très rapidement, il va y avoir évaporation. Il va y avoir évaporation et donc le volume de l'eau dans le récipient va diminuer parce que ça s'est évaporé. Si on vous fait goûter la goutte, si on vous fait goûter cette solution salée, comment est-ce qu'elle vous paraîtra? Plus salée ou moins salée que celle de départ? Bien évidemment, elle vous paraîtra plus salée. Vous aurez au goûter le sentiment qu'il y a plus de sel dans ce qu'on vous a donné à goûter. Dans l'échantillon que vous testez, il y a plus de sel que la normale. Deuxième expérience, on est une semaine où il y a de la pluie. Donc là, cette semaine de pluie va faire que le récipient va se remplir et il va y avoir davantage de volume. Il y aura toujours la même quantité de sel, mais il y aura davantage de volume. On fait goûter. À votre avis, comment apparaîtra la goutte? Là, cette fois-ci, elle apparaîtra moins salée. Dans l'échantillon qu'on vous fait goûter, il y a moins de sel que par rapport au début, que par rapport à la normale. Alors voilà qui est intéressant. On a donc 3 échantillons issus du même tube à chaque fois. Dans les 3 tubes, la quantité de sel n'a pas bougé. C'est toujours 100 grammes. Mais dans le premier tube, celui qui est resté au soleil, l'eau s'est évaporée, on a le sentiment qu'il y a davantage de sel. Dans celui de droite, quand il a été dilué par la pluie, on a le sentiment qu'il y a moins de sel. Or, dans chacun des cas, il y avait pourtant toujours autant de sel. Dans les 3 cas, la quantité de sel était la même. Et donc, ce que vous avez, vous, détecté sur votre langue, c'est la quantité de sel par goutte. Et c'est là que ça devient intéressant pour comprendre ce qui se passe dans le sang. C'est que quand
on donne du sang au laboratoire, c'est comme si on lui faisait tester la goutte. On lui donne une goutte de sang, alors une goutte de sang, certes un peu plus grosse, on lui donne un tube, si vous voulez. Mais le fait est, c'est qu'on lui donne un tube qui reflète le rapport de ce qu'il y a dissous dedans par rapport au volume total, exactement comme avec notre goutte. On devrait comparer la goutte qu'on vous a fait goûter au tube, et on devrait comparer le flacon où il y avait l'eau salée à l'ensemble du sang du patient. Et donc dans les trois cas, la quantité de sel était absolument la même, et pourtant, quand on fait les mesures, on détecte des différences. Le tube de gauche est concentré, celui du milieu est normal, celui de droite est dilué. Allons un peu plus loin. Reprenons maintenant les tubes. Vous voyez ici que j'ai reproduit les tubes un petit peu comme je l'avais fait tout à l'heure avec le tube A et le tube B. Seulement ici, j'ai laissé la même quantité de globules rouges au fond des tubes. Je n'ai pas fait changer la quantité de globules rouges. Et si vous êtes attentif, vous pourrez même remarquer que j'ai fait un copier-coller exact des globules rouges et même de leur disposition dans le tube. Par contre, ce qui a changé, c'est le volume qu'il y a au-dessus. Dans le premier tube, celui de gauche, qui représente celui avec la semaine où il y avait du soleil, on a perdu du volume. Et comme je vous rappelle que l'hématocrite, c'est le volume des rouges par rapport au volume total, eh bien cet hématocrite est plus élevé qu'il ne l'était au milieu, au départ, à 45%, qui est le tube de référence, celui du milieu. Et si je vais tout à droite, au contraire, ça correspond au flacon qui avait été laissé sous la pluie. Ici, vous avez toujours la même quantité de globules rouges, mais qui est dilué dans un volume sanguin plus important, et donc ça fait artificiellement un hématocrite qui est plus faible. Et pourtant, trois valeurs d'hématocrite différentes pour la même quantité de globules rouges. Ici, 50%, au milieu 45%, et à droite 33%. Ici, on appelle cela une hémoconcentration, une hémodilution à droite, et au milieu, c'est... Donc, les circonstances qui font baisser le volume sanguin par perte d'eau aboutissent à une hémoconcentration. Donc, le patient n'a pas perdu ni gagné un seul globule rouge. En revanche, quand on fait son analyse sanguine, on a l'impression que le taux de globules rouges, le taux d'hémoglobine, l'hématocrite, a ou baissé ou augmenté. Alors, la déshydratation, par exemple, c'est le phénomène le plus courant, entraîne une fausse élévation de l'hématocrite. La déshydratation, c'est exactement ce qu'on a ici. Là, je pourrais dessiner mon soleil au-dessus. Le soleil aurait consommé de l'eau du plasma et aurait fait en sorte que mon tube à essai, artificiellement, ait l'impression d'être plus concentré qu'il ne l'était au départ. Et donc, vous avez, au résultat de laboratoire, un hématocrite qui sera supérieur. Ici, c'est le contraire. J'ai une hémodilution. Donc, la quantité de globules rouges est la même, mais des circonstances ont fait que mon volume sanguin a augmenté. Et il y a une hémodilution. Par exemple, une hyperhydratation, un patient qui se mettrait à boire de trop, un patient qui serait trop perfusé, pourrait avoir un volume sanguin supérieur, ce qui correspondrait à l'expérience de pensée qu'on avait tout à l'heure avec le petit nuage qui était au-dessus. J'ai la même quantité de sang, et pourtant, comme je l'ai dilué, on a l'impression qu'il y en a moins. Donc là, en haut, le patient qui est hémoconcentré, donc c'est le cas d'un patient qui a une augmentation du taux d'hémoglobine associée à une petite tension, c'est un patient qui est déshydraté, on lui a volé du volume sanguin, donc petite tension, hypovolémie, mais la quantité de globules rouges est la même. Et en bas, patient hémodilué, c'est un patient qui a un excès de volume sanguin, donc une hypervolémie, donc par conséquent, en général, une forte tension, et la quantité de globules rouges, pourtant, est la même. Donc, essayons de voir par quelques exemples si vous avez compris. Là, je vous propose 5 tubes, lesquels témoignent d'une hypovolémie. Prenons le cas 1 normal, 1, 2, 3, 4, 5, et regardons lesquels ont moins de volume sanguin. Bon, on voit tout de suite que le volume 1 et le volume 4 sont inférieurs à la normale
ici, il y a moins de volume sanguin. 1 et le 4. On a un volume sanguin, un volume total qui est inférieur à la normale. Pour l'instant, on ne regarde pas la répartition, mais seulement le volume global. Deuxième cas, on reprend les mêmes et lesquels témoignent d'une hypervolémie. Donc là, hypervolémie, il suffit de regarder les tubes qui sont au-dessus de la normale. On a le 3 et on a le 5. Le volume total est supérieur à la normale. Pour l'instant, on ne regarde toujours pas la répartition, mais seulement le volume global. Suivons, est-ce que dans les 5 tubes qui sont ici, il y aurait des tubes qui pourraient témoigner d'une hémoconcentration? Hémoconcentration, ça veut dire que nous aurions toujours la même quantité en volume, mais que la part des globules rouges par rapport à ce volume total serait augmentée. Le tube numéro 4 est hémoconcentré. On reconnaît ici le tube avec la déshydratation. Vous voyez que là, la fraction de rouge est toujours la même par rapport à la normale, seulement il a perdu un petit peu de volume. Et donc là, on a un patient qui est hémoconcentré. C'est sûrement un patient déshydraté. 5 tubes lesquels témoignent d'une hémodilution. Le tube numéro 3. Dans le tube numéro 3, nous avons une quantité d'hémoglobine normale, comme dans le tube référence, le premier, mais un volume sanguin qui est maintenant trop important par rapport à ce qu'il était au départ. Donc c'est le cas qu'on retrouvait par rapport à notre démonstration de tout à l'heure avec un patient qui est trop hydraté. Mais si on devait regarder un petit peu, on peut remarquer également que le tube numéro 2 nous présente une quantité de globules rouges, ici, par rapport au volume total, qui est moindre que par rapport au tube numéro 1. Et donc là, il s'est passé quelque chose aussi. Et on peut dire également que là, il y a eu une perte en globules rouges avec une dilution. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez, je vais vous faire le schéma. On part du tube 1 normal, avec un hématocrite à peu près à 50% ici. Et je vais au numéro 1, je fais saigner mon patient. Mon patient a eu une hémorragie. Il a saigné. Quand on saigne, bien évidemment, on perd autant de plasma que de globules rouges. On n'est pas capable de faire la distinction de ce qu'on perd. Et donc, on perd du sang total. On perd les rouges et à la fois le plasma. Et donc, on aboutit ici à une petite pression artérielle. Les rouges sont diminués, mais le plasma est diminué et le tout est diminué dans les mêmes proportions. Si je fais une prise de sang ici, je n'y vois que du feu. Mon hématocrite n'a pas changé. Seulement, j'ai un patient qui a une petite tension et qui va chercher à compenser pour redonner du volume sanguin. Il va aller puiser dans son milieu extracellulaire pour aller voler de l'eau aux cellules et les faire rentrer dans les vaisseaux sanguins. Et ou alors, je le perfuse, par exemple. Et donc, j'aboutis au final à un volume sanguin qui est restitué, c'est le tube numéro 2, qui est restitué à l'identique au départ, mais comme je n'ai pas apporté de nouveaux globules rouges, ce qui me restait de globules rouges se trouve dilué dans un volume plus grand. Et donc ça, c'est le cas du patient qui a perdu du sang et qu'on a perfusé pour compenser la perte. Ensuite, enfin, je dirais, donc, lesquels témoignent d'une perte d'hémoglobine, donc pas en quantité, mais en taux. Il s'agit du 1 et du 2, c'est tout simple, c'est les tubes où il manque de l'hémoglobine, et donc là, le 1 et le 2 sont en dessous du point de départ, donc c'est clairement cela qu'il s'agit. Et en 1 et 2, il manque tous les deux d'hémoglobine, et pourtant, au bilan sanguin, l'un paraît normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de distinguer qu'il lui en manque. Eh bien, on a plus ou moins déjà répondu à cette question dans la diapo précédente. Il s'agit du numéro où il y a moins de globules rouges, d'accord, mais dans moins de plasma. Donc quand on prend un échantillon qu'on donne au laboratoire, le laboratoire ne pourra pas savoir qu'il en manque. Lui, il va analyser le nombre de rouges par rapport au volume, et ça, le nombre de rouges par rapport au volume n'a pas bougé. Disons que hémodilution et hémoconcentration sont deux notions primordiales à comprendre pour ne pas être déstabilisé par les variations des bilans sanguins. Vous rencontrerez des déshydratations importantes dans la pathologie coup de chaleur ou l'occlusion intestinale.
Rendez-vous sur le site monifcienligne.fr pour d'autres explications. Merci de votre attention.